Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'une petite série que nous avons conçue avec Sonia, mon épouse, et qui va s'intituler « Les secrets de l'art sartorial ». Et aujourd'hui, je vais vous révéler 7 secrets. Et quand je parle de secrets, ce sont les 7 choses que nous, amateurs d'élégance classique, passionnés d'art sartorial, ce sont les 7 choses que l'on regarde immédiatement quand on rencontre quelqu'un qui est bien habillé. Et ce sont des 7 choses également qui signent immédiatement quelqu'un qui a une vraie culture sartoriale, et peut-être de manière plus importante, les 7 choses qui font une vraie différence en termes d'élégance, qui vont vous permettre non seulement de sortir du lot, mais de vous sentir le plus élégant possible dans vos costumes, vos vestes sport ou vos safari jackets. Alors, vous êtes curieux de savoir ce que c'est. Alors commençons par le secret numéro 1. Et ça, j'ai dû en parler peut-être une 50aine de fois, si ce n'est une 100aine de fois, entre cette chaîne et notre chaîne en langue anglaise, Sartorial Talks, c'est le célèbre color gap. Alors, on nous a proposé une traduction l'année dernière, quelqu'un appelait ça, et on trouve ça pas trop mal, on appelle ça un bec de colle. Alors, le color gap, c'est ce qu'on regarde, nous les sartorialistes, en premier. C'est-à-dire, c'est littéralement quand il y a un color gap. Alors, le color gap, c'est ça, mesdames, messieurs, c'est quand le col arrière de votre veste est détaché, hein, vous voyez, ne colle pas, n'est pas complètement sur votre chemise. Il faut que ça soit l'un sur l'autre, qu'il n'y ait pas d'espace entre la chemise et l'arrière de votre veste. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, donc on va vous montrer des photos, et bien ça, c'est juste pas possible. Donc, c'est vraiment, faites attention à ça. Quand vous achetez une veste, alors, tout le monde me dit, mais pourquoi il y a un color gap? Alors, c'est un peu ésotérique tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des color gaps même chez des becs de colle, donc par des vestes faites par des tailleurs. Mais évidemment, on en voit beaucoup en prêt-à-porter. Donc, en gros, c'est juste, si vous achetez une veste en prêt-à-porter, à l'essayage, c'est la première chose qu'il faut que vous regardiez. Est-ce que le col de votre veste colle bien au col de votre chemise? C'est fondamental. Et si c'est de la mesure, eh ben, c'est au dernier essayage, voire avec votre tailleur. Alors, c'est souvent une histoire d'aplomb, au niveau de l'aplomb de la veste. Ça peut venir de différentes choses. Ça peut venir du fait que vous avez un peu trop d'abdomen, ça peut venir du fait que vous êtes trop maigre, etc., etc. Donc, mais c'est gérable, mais il faut absolument, c'est le premier secret, n'accepter en aucun cas un collar gap, donc un bec de colle sur votre veste, parce que on va le voir tout de suite. Et même si les gens ne sont pas forcément dans la confidence de toutes les subtilités et les idiosyncrasies de l'art sartorial, il se trouve tout de même que ça se voit, quoi, comme le nez au milieu du visage. Donc color gap, premier secret, il faut bannir cela de votre vie définitivement. Deuxième secret, et ça c'est Sonia, qui est très précise sur le sujet, la longueur des vestes. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus simples à fixer et bien souvent, c'est une des choses que les gens ne maîtrisent pas. En fait, la longueur idéale d'une veste, c'est assez simple, hein, et il faut que ça couvre à l'arrière vos fesses. En gros, c'est relativement simple, c'est la longueur idéale. Donc là, évidemment, c'est un peu moins évident à voir tout de suite sur une veste, mais une veste trop courte, ça se remarque tout de suite. Donc, c'est le deuxième secret, il faut avoir la bonne longueur de veste. Donc vous vous souvenez, pas de bec de colle, pas de collar gap et la bonne longueur de veste. Si déjà vous avez ces deux choses-là, on peut vous dire que vous êtes sur le bon chemin en termes d'élégance. Le troisième secret, alors là, ça fait débat un tout petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aujourd'hui les cols de chemise tout petits avec les gros nœuds de cravate, etc. Bon, nous, on sait, en tant que sartorialiste, que c'est beaucoup plus joli si vous faites en sorte que vos cols de chemise passent comme le mien. Alors moi, j'ai un col très long là ce matin pour vous montrer ça, mais généralement, même avec un col un tout petit peu moins généreux que celui-ci, il faut que votre col de chemise passe légèrement, comme je vous le montre, vous voyez, légèrement en dessous du revers de votre veste. Pourquoi ? Simplement, c'est une histoire de proportion. C'est plus joli, c'est plus fluide. Et moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui étaient, imaginons quelqu'un de très maigre avec une toute petite tête. Vous lui mettez un tout petit col de chemise, on ne va plus le voir.
hein. Donc, typiquement pour ce genre de morphologie, c'est mieux d'avoir le col qui va donner un tout petit peu de substance ici et surtout qui va faire une ligne très nette. Et à l'inverse, quelqu'un qui est beaucoup trop fort, qui a une très grosse tête avec un petit peu de, comment dire, un cou un peu développé, etc., même chose. Si vous lui mettez un tout petit col, ça ne va pas fonctionner, c'est une histoire de proportion. Donc ça, pour nous, c'est une règle d'or. Alors, évidemment, il y a des exceptions à ce secret de sartorialiste sur la longueur des cols de chemise. Les exceptions, ce sont ce qu'on appelle les cols dits spéciaux. Par exemple, des cols anglais. Vous avez par exemple ce qu'on appelle des pin collars, des cols anglais qui sont tout petits avec une petite barrette. Bon là, évidemment, par définition, c'est une figure de style. Donc là, vous avez totalement, ça sera très très joli, mais parce que vous mettez la petite barrette. Vous pouvez également avoir la version avec boutonnage en dessous, petit col boutonné en dessous, donc ça fonctionne très bien. Les cols anglais en général, ou les cols Claudine, comme on dit en France. Donc évidemment, mais là, ce sont des cols très spécifiques, hein, c'est-à-dire que ce sont des cols qui sont faits pour être arrondis, et donc eux, ils marchent bien, même s'ils ne passent pas sous le revers de votre veste, parce que par définition, un pin collar, par exemple, il est fermé. Donc, il ne passera pas, il ne peut pas physiquement passer sous le revers de votre chemise. Donc ça fonctionne. Mais pour la grande majorité des cols dits standards, des cols de chemise normaux, eh bien, cette règle fonctionne à tous les coups. Faites l'essai. Si vous êtes adepte des petits cols de chemise, faites l'essai et essayez d'avoir un col. Il ne s'agit pas d'avoir un col pelle à tarte. Le mien est assez grand, évidemment, mais même j'ai des cols un tout petit peu plus petits. Faites l'essai et vous verrez que ça change quelque chose. Il faut juste que ça vienne juste effleurer le revers de votre veste et ça amène énormément de fluidité et surtout de maintien. Le quatrième secret que j'aimerais partager avec vous, et d'ailleurs c'est rigolo parce que ma femme, Sonia, quand elle a démarré avec moi, donc il y a 15 ans, quand on a commencé à travailler ensemble, elle rigolait toujours parce qu'elle me disait « C'est marrant parce que vous, les passionnés d'art sartorial, quand vous vous rencontrez, par exemple pour la première fois, ou même quand vous vous rencontrez pour déjeuner avec des gens que vous connaissez bien, quand vous vous serrez la main, vous vous regardez généralement pas dans les yeux, mais vous vous regardez dans la boutonnière. » Et c'est vrai, d'ailleurs, j'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que nous, les passionnés d'art sartorial, quand on rencontre quelqu'un, généralement, on check rapidement, on regarde son revers et on se dit « Ah, est-ce qu'il y a une boutonnière à la milanaise ou pas ?» Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est étrange que je vous parle de ça parce que la veste que je porte, c'est un magnifique blazer en fresco Mocleno, couleur miel, issu de notre collaboration du mois de janvier et février avec Cotton Society et Michael Onona. Et cette veste, je l'ai mise juste avant d'enregistrer cet épisode et je n'ai pas fait attention parce qu'il s'agissait d'un prototype de veste qu'on avait fait pour l'opération, donc blazer sur mesure en Mocleno. C'est magnifique, j'adore porter cette veste-là. Et en fait, comme c'était le prototype qu'on avait besoin de recevoir rapidement, on n'a pas de boutonnière sur celle-ci. Voilà, c'est une petite anomalie, mais je vais vous montrer des photos. Vous allez voir que nous, les sartorialistes, on aime beaucoup ce qu'on appelle les boutonnières milanaises. Alors, ça peut paraître complètement bizarre, cette obsession que nous avons sur une boutonnière, parce qu'en fait, une boutonnière, la grande majorité du temps, ça ne sert à rien, par définition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on mettait une boutonnière pour pouvoir y glisser une fleur, ou ce qu'on appelait d'ailleurs une boutonnière, ou une fleur de boutonnière, pour les grandes occasions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se meurt, qu'on n'utilise quasiment plus. Vous pouvez toujours mettre un petit bijou, si vous voulez, à la boutonnière. Mais généralement, on met rien, donc c'est parfaitement inutile et c'est pour ça qu'on aime ça. Et quand on parle de boutonnière à la milanaise, je vais vous montrer des photos, c'est cette fameuse boutonnière légèrement en relief et qu'on appelle milanaise parce qu'elle est faite à partir d'un fil. Alors c'est un fil exactement, c'est ce qu'on appelle un cordonnet de soie, qui est torsadé et donc qui crée cette impression de relief un tout petit peu. C'est très joli sur une boutonnière de revers. Et donc, le fil qui est utilisé, les Italiens l'appellent la milanese, qui est le nom du fil qui est utilisé donc pour ces boutonnières. Et donc, nous, on aime beaucoup ça. Donc, aujourd'hui, je n'en ai pas, mais c'est une vraie anomalie. Vous avez besoin de belles boutonnières sur vos vestes. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui achètent en prêt-à-porter. Et par définition, les boutonnières à la milanaise en prêt-à-porter, c'est assez rare. Généralement, c'est plutôt des boutonnières faites machine parce que la milanaise, ça doit être fait à la main. Eh bien, je sais qu'il y a 2-3 endroits à Paris où vous pouvez rapporter des vestes et vous demander donc pour un petit tarif, je ne sais pas exactement le tarif, mais je sais qu'il y a certains retoucheurs qui proposent donc de vous faire des milanaises sur des vestes en prêt-à-porter. Donc, c'est un petit détail de style, mais qui pour nous est important parce que ça marque une veste de grande qualité.
Le cinquième secret que je veux partager avec vous, alors celui-ci, c'est un peu une maladie, surtout pour les gens qui démarrent. Généralement, ils ont tendance à se tromper un tout petit peu sur le sujet. C'est qu'il ne faut jamais, je répète, jamais coordonner votre cravate et votre pochette. Ou pour le dire autrement, n'achetez jamais. Il y a certains magasins de piètre qualité qui ont tendance à faire des promotions et qui vous font des packages. Vous achetez une cravate et la pochette assortie du même tissu. Et ça, si vous voulez, pour nous, ça marque vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. La pochette est comme d'ailleurs la petite milanaise, vous voyez, on parle de choses particulièrement inutiles et c'est pour ça qu'on les aime, on les trouve indispensables singulièrement parce qu'elles sont inutiles par définition. Et donc, eh bien, c'est très simple. La pochette, c'est un petit objet qui vous permet de jouer, d'être un petit peu créatif. Et donc, regardez, par exemple, aujourd'hui, moi, je porte une veste miel. J'ai décidé de le coordonner avec une cravate qui est très jolie, comme ça, un peu marron, avec une rayure club. Et là, j'ai mis, donc, alors moi, il se trouve que je porte quasiment à 95% du temps cette pochette-là, qui est une pochette rouille, qui va littéralement avec tout. Mais vous voyez, on est à peu près dans le même univers. Pochette rouille, cravate marron, ça fonctionne bien. Moi, il se trouve que la rouille, ça fonctionne avec tout. Donc, l'idée, c'est de trouver une pochette qui va bien se coordonner avec votre cravate ou qui va bien la compléter. Donc, il n'y a pas de recette magique pour ça. Il n'y a pas de système. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses en disant, voilà, il faudrait qu'il y ait une couleur dominante qui rappelle la sous-couleur de... Non. Moi, je vous donne un seul conseil. Pour choisir votre pochette, vous mettez devant la glace avec votre cravate et vous en essayez plusieurs et vous allez tout de suite savoir laquelle fonctionne bien. Mais la chose la plus importante, ne jamais utiliser le même tissu parce que là, on est à l'essence de la non-sprezzatura. Je vous appelle le sprezzatura, ce concept italien fabuleux qui est de dire, vous vous habillez et vous essayez de faire en sorte que les gens ne perçoivent pas les efforts que vous avez faits pour vous habiller. Donc, c'est une notion un petit peu de nonchalance, mais de nonchalance travaillée. Eh bien, une pochette qui serait totalement coordonnée avec la cravate, c'est pas de la sprezzatura. Pourquoi ? Parce que au lieu d'exposer votre élégance, vous exposez vos efforts. Parce que tout de suite, on va se remarquer, les gens vont remarquer, dis donc, ce monsieur, il a fait des efforts parce qu'il a la pochette qui est coordonnée avec la cravate. Donc voilà, c'est une règle un peu immuable chez nous, c'est beaucoup plus joli. Et surtout, ce petit objet-là, la pochette de costume, vous allez voir, c'est vraiment un objet auquel vous allez vous habituer et qui est important d'avoir, mais donc jamais la coordonner exactement avec la couleur de votre cravate. Maintenant que nous sommes sur la cravate, on va rester sur la cravate pour notre 6e secret de Sartorialis. Alors ça, je pense que c'est mon préféré. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai cette activité dans le monde sartorial. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on est sur YouTube. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Et je pense que c'est le sujet sur lequel je me suis pris le plus de trolls et de commentaires désagréables, voire même d'insultes, parce que vous savez, nous sommes tous sujets, malheureusement, à ce genre de choses. C'est le 21e siècle, il y a des gens qui ne connaissent même pas notre sujet et qui se permettent de vous insulter, soit sur votre physique, soit sur votre tenue, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, monsieur Jacomet, vos cravates sont jamais droites. » Ah, monsieur Jacomet, qui c'est ce mec qui veut nous expliquer l'élégance ? Alors, regarde, ces cravates, elles sont toutes de traviole. Ou même, regardez, ces nœuds sont pas exactement symétriques. Eh bien, c'est là le secret numéro 6. Une cravate parfaitement symétrique, c'est pas beau. C'est juste exactement ce genre de choses qui nous ramène à ce qu'on exècre dans le costard-cravate, comme on disait des années 70-80, c'est qu'ils portaient souvent à l'époque ces énormes doubles Windsor, ces nœuds parfaitement symétriques, et moi j'ai toujours détesté ça. Et donc au contraire, nous les sartorialistes, on préfère les nœuds légèrement asymétriques, les nœuds qui nous donnent, de la vie à votre cravate. Autre chose, au milieu, faites toujours une goutte, vous voyez, c'est la petite chose là, au milieu. Cette petite goutte, là aussi, on regarde ça tout de suite. Nous, les gens qui adorons l'élégance masculine, c'est des petits points de détail comme ça qui font qu'un objet qui est un objet de conformisme. La cravate, dans la tête des gens, ça reste un objet de conformisme. Eh bien, nous, on la porte aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est l'inverse. On est un anticonformiste, justement, quand on porte une cravate. Mais tant qu'à faire, allons au bout de l'exercice et
portons-la vraiment comme elle devrait être portée, avec une petite goutte, avec un tout petit peu d'imprécision pour lui donner un petit peu de vie, et avec toujours ce grand débat. Moi, personnellement, je la porte à l'italienne, donc c'est-à-dire avec la longueur du petit pan qui est à la même longueur que le grand pan, et si c'est pas possible exactement, il est légèrement plus long. Alors je sais que ça va faire hurler beaucoup de gens, ce genre de choses. Ce que je vous demande de retenir, une cravate, c'est beau quand ça vit et quand c'est légèrement imparfait. Et vraiment, ça, c'est un secret de sartorialiste. Chacun a sa technique. Il y a des gens qui font des gouttes beaucoup plus belles que moi. Il y a des gens qui savent vraiment faire ça. Mais je pense qu'on exprime sa personnalité avec sa cravate. Et donc, évitez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est le 6e secret, une cravate parfaitement symétrique, parce qu'il n'y a rien de plus barbant. Et enfin, le 7e secret de sartorialiste. Alors ça, c'est très spécifique parce que quand vous voyez une personne qui a ce genre de détails sur sa veste ou sur son costume, vous savez immédiatement, évidemment, vous voyez la coupe et la qualité du tissu, mais ça, vous voyez immédiatement que c'est soit une veste qui a été faite sur mesure, soit c'est une veste que la personne a commandée, qu'elle a fait faire pour elle. Je parle des vestes un bouton. Voilà, ça c'est typiquement une figure de sartorialiste, c'est un autre secret. Personnellement, moi, 75% des vestes que j'ai, et Dieu sait si j'en ai beaucoup, je les ai faites faire avec un seul bouton. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus joli, je trouve ça plus net, c'est plus classe. Et généralement, le deuxième bouton, de toute façon, on ne le ferme jamais, donc il est complètement inutile. Ça fait une espèce d'accident sur le devant de la veste. Donc les vestes un bouton, moi, c'est la figure de style que je préfère. Monsieur Onona, Michael Onona, vous savez, avec qui on a fait l'opération Blazer, donc d'ailleurs qui a fait ce blazer auquel il manque la milanaise, mais qui est très 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 beau, il me l'a fait avec un seul bouton, vous voyez ? Voilà, vous ne pouvez pas le voir trop, on va vous montrer des photos, c'est un bouton. Voilà. Les vestes, un bouton, c'est un secret. Même chose, si vous allez vers une veste mesure, soit avec nos opérations qu'on fait 4 ou 5 fois dans l'année, soit si vous allez chez votre tailleur, faites l'essai d'une veste, un bouton. Et vous verrez que tout de suite, ça apporte quelque chose de différent, quelque chose de plus classe. Donc, je vous rappelle les 7 secrets. Et on va faire d'autres émissions. On va vous donner petit à petit tous les secrets de l'art sartorial. Mais ces 7-là sont fondamentaux. Je vous les rappelle. 1. Le collar gap, le bec de col à proscrire. Il faut absolument faire en sorte que vous n'ayez aucune veste dans votre garde-robe qui est donc ce fameux bec de col qui est particulièrement disgracieux. Deuxièmement, la longueur de la veste, c'est à couvrir vos fesses complètement. D'accord ? C'est très important, c'est une question de proportion. Troisièmement, le col de chemise. Faites en sorte qu'il passe toujours un tout petit peu, ou alors qu'il affleure le revers de votre veste. Quatrièmement, boutonnière milanaise. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de faire des boutonnières milanaises sur toutes vos vestes. Quoi que ça se discute, je pense que vous devriez faire des boutonnières milanaises sur toutes vos vestes. 5e secret, ne jamais coordonner sa pochette et sa cravate. 6e secret, ne jamais avoir une cravate parfaitement symétrique, mais lui donner de la vie. Ne pas être engoncé, être à l'aise et avoir une cravate qui vit et qui exprime votre personnalité. Et la 7e secret, c'est d'aller faire un essai avec des vestes un bouton. Alors je parle évidemment des vestes droite, par définition. Donc voilà pour ces 7 premiers secrets de sartorialisme. Il y aura d'autres épisodes dans le même genre parce que l'idée, c'est de vous donner toutes les clés petit à petit pour faire en sorte que vous puissiez vous bâtir votre garde-robe de gentleman dans les meilleures conditions possibles. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre discussion sartoriale très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos proches plus que jamais. Très bientôt, mes amis. Au revoir.